Bienvenue dans Y'a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films et on s'est dit, allez, mélangeons tout ça pour le meilleur ou le pire. Oh 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 oh. Vous entendez ce bruit ? Ah non, ce n'est pas un bruit en fait, ce sont des cloches. Et oui, on y est, les fêtes de fin d'année, les lumières, les guirlandes, les chocolats chauds, la cannelle, les gâteaux, les décorations de Noël, les achats de dernière minute. Chérie, on offre quoi à ta mère déjà ? Un parfum ? On l'a pas déjà fait l'année dernière ? Les enfants surexcités, les cadeaux en abondance, les repas interminables et tout ce qu'on aime. Ou pas. Si vous vibrez à l'idée de cette période magique, de l'ambiance chaleureuse, des films doudous, du partage et du bon sentiment traditionnel, vous êtes clairement dans la team de Cédric. Mais si à l'inverse, vous vous dites qu'on va flinguer tous les efforts écologiques de l'année en une seule soirée, que tout ça sent un peu trop la surconsommation, le glucose et le marketing, eh bien, bienvenue dans ma team, celle du bon gros somme, ou du moins celle qui a raison. Dans cet épisode spécial Noël, on va tenter de réconcilier tout ça sans faire exploser votre taux de sucre avec un film chacun à redécouvrir. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé, servez-vous votre boisson chaude préférée, enfilez votre pyjama, attrapez un gros plaid, on va vous régaler et promis, c'est garanti sans téléfilm nul de Noël et surtout sans Maria Carré. Faut pas pousser non plus. Ok, la team rabat-joie quoi. C'est de ça dont on parle. Salut Cédric. Salut Manu, comment tu vas ? Bah écoute, ça va alors ? T'as installé ton sapin de Noël ? Ah bah oui, il y a plein de guirlandes partout, il y a des boules, mais il n'y a pas de crèche. On est des escrocs parce qu'en fait on enregistre en novembre. On n'y est pas du tout. Pas faux. Pour ce premier film, c'est moi qui l'ai choisi. Je t'ai fait découvrir Close, le film de Sergio Pablos, sorti en 2019 sur Netflix. Et avant de parler un peu plus du film, du réalisateur, est-ce que tu peux nous dire de quoi que ça cause ? Tout à fait. Alors, on est dans un village perdu tout au nord. On ne sait pas trop où, mais c'est dans le nord, finalement. Ouais. Il n'y a même pas de pingouins, en fait. Non, bah après, c'est un monde un peu imaginaire. Hein. Donc, un endroit assez glacial, dans un endroit où, en fait, les gens ne se parlent plus trop. Il y a deux clans qui s'affrontent depuis très très longtemps, en fait, depuis que le monde existe, visiblement. Et là arrive Jesper, le fils de riches facteurs, qui est envoyé ici en punition pour apprendre un petit peu la vie, le vrai métier. Sauf que, bah, évidemment, ça va être un petit peu compliqué puisque dans ce village-là, en fait, les gens ne se parlent pas, les gens ne s'aiment pas. Les gens s'affrontent en permanence. Il va découvrir que il y a un vieux monsieur tout en haut du village qui a plein de jouets chez lui et il va se servir un petit peu de ce vieux monsieur pour commencer à récolter des lettres des enfants en échange de cadeaux. Et en fait, en gros, ce que raconte le film, c'est une origin story de Noël, enfin en tout cas du Père Noël, avec plein de petits clins d'œil. Enfin, si vous vous posez des questions à savoir comment est-ce qu'on a décidé que telle et telle chose est dans le mythe de Noël, en fait, le film y répond. Voilà. C'est plutôt bien résumé. Avant de te poser la question si tu as aimé ou pas le film, j'aimerais qu'on parle un peu de Sergio Pablos, qui est un superbe animateur. Faut savoir que Sergio Pablos donc est espagnol. Il a fait ses armes en fait chez Disney en 1990. Dans les années 90, l'âge d'or de renaissance de Disney. Donc il a travaillé comme animateur sur Le Bossu Notre-Dame, sur Hercule, sur Tarzan ou La planète au trésor. Vachement bien Tarzan. Ouais, moi j'ai un petit faible pour Hercule parce que Hadès, d'ailleurs c'est Sergio Pablos qui anime Hadès, est extraordinaire. Et donc c'est aussi lui qui est à l'origine du concept de Moi moche et méchant. C'est lui qui a pitché en fait le film au tout départ et qui a notamment créé le personnage de Gru et des Mignons. Ah, ok. Et après ça a été donc réalisé par d'autres personnes. Et ensuite à partir de là, il a créé donc le SPA Studio, le Sergio Pablos Animation Studio. Et il a commencé à bosser sur Close.
Donc Close, c'est le projet d'une vie, hein, ça fait 10 ans qu'il bosse dessus. Il veut mêler la technique informatique et le dessin old school. Et à l'époque, en tout cas, tous les studios, enfin tous les producteurs misent plutôt sur la 3D. On le voit chez Disney, Pixar, DreamWorks, ouais. etc. Et donc, personne ne veut financer son film jusqu'à ce que Netflix, en fait, lui propose en fait de le financer et de le produire. C'est pour ça qu'il a été diffusé en 2019 sur la plateforme. Et donc, Sergio Pablos, c'est quelqu'un qui a une grande admiration pour le travail manuel, mais qui n'oublie pas la technologie. Pour lui, l'animation, c'est un mélange entre la tradition et la technologie. D'ailleurs, il le dira lui-même. L'outil ne doit pas remplacer l'artiste, mais le servir. Et donc, Close, c'est un film qui a notamment remporté le BAFTA du meilleur film d'animation, qui a été nommé aux Oscars. Bon, il a perdu face à Toy Story 4. Je ne porterai pas d'avis Mets tes yeux en disant. Voilà. Mais ce film-là, à l'époque, est devenu une référence mondiale en fait, de l'animation 2D moderne. Et donc, a relancé un peu ce courant-là, en fait. Donc voilà un peu pour cadrer ce film et puis surtout son réalisateur qui est un génie de l'animation. Donc c'est pas un néophyte en fait. Ah non, vraiment... du tout. Il a vraiment bossé dans l'animation depuis des années. Hein. Il est né en 1970 à Madrid. Donc c'est un gars qui a fait ses armes avant de réaliser Close. Donc je vais te poser la question. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, j'ai bien aimé Close. J'ai trouvé ça vachement sympa et Dieu sait si je suis pas du tout... Enfin, je pense que vous l'avez compris dans l'intro, je suis pas du tout film de Noël. Je suis pas très Noël, tout simplement. Mais le film est vraiment... visuellement, est vraiment génial. Le mélange d'animation 2D, comme tu le disais, en fait, le côté fait main, on a une texture, on a une patine, on a un côté très illustré. Très conte aussi, que j'aime plutôt bien. J'ai eu un petit peu peur au début, parce qu'en fait, on comprend très rapidement les enjeux. En fait, on voit bien que quand Jasper arrive dans ce village qui est un enfer sur Terre, entre guillemets, oui, clairement. Ouais. Et que tu sens que l'idée du courrier qui amène un cadeau... parce qu'en fait, il est puni, il doit livrer 6000 courriers. C'est ça, oui. Tu comprends en fait dès le début là où va aller le film. Donc tu te dis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous raconter autre que j'envoie un courrier, je vais chercher un cadeau, enfin voilà. Et en fait le film m'a assez surpris parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure, c'est une origin story, donc c'est assez rigolo de voir comment est-ce que pourquoi la cheminée, pourquoi les enfants qui sont pas sages, ils ont pas de cadeaux, pourquoi est-ce qu'on dit que le Père Noël avec son traîneau vole dans le ciel. Cette scène-là, elle est très drôle. Toutes ces choses-là qui sont expliquées en fait, qui sont expliquées dans le film. C'est très réjouissant, c'est vraiment amusant. Les personnages sont touchants. Après, il m'a quand même manqué un tout petit peu d'enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gros méchants. On se doute bien que les personnes qui sont récalcitrantes en fait à cet univers, en tout cas cette magie de Noël, vont finir par le devenir. C'est évident dès le début du film. Et ouais, ça m'a manqué un petit peu de grands méchants caractérisés, quoi. Mais sinon, j'ai trouvé ça hyper agréable, c'est hyper drôle, c'est très beau, c'est sympa. Alors, à savoir quand même que Sergio Pablos, quand il fait ce film, ça fait très longtemps, donc comme je disais, qu'il veut parler de l'origine du Père Noël, mais il ne veut pas rentrer dans le côté surnaturel. Même si on y flirte à la fin, forcément, mais ce qu'il voulait avant tout, c'est faire de l'origine de Noël quelque chose de profondément humain, en fait, et basé sur des sentiments humains. Et donc, le film parle de plein de choses, hein, et dans sa mise en scène, aborde aussi tout ça. Alors, je vois à ta tête que pas tellement, mais de ton côté, mais... on reste dans les grandes valeurs de Noël. Donc, il n'y a pas une découverte d'un sujet particulier. Enfin, tu vois, je n'ai pas l'impression qu'on parle autre chose que des valeurs de partage. Ou je suis passé à côté du truc. Hein. Non, mais le film aborde que la gentillesse engendre la gentillesse, en fait. Ça parle aussi de deuil, mine de rien, puisque Klaus perd sa femme. Alors, je vois
que toi tu hausses des sourcils parce que oui, c'est abordé légèrement, mais c'est un film pour enfants. Mais ça aborde quand même ce sujet-là. Après, tu parlais de Jesper, le héros. Hein, alors, je suis d'accord que, en effet, c'est une quête initiatique assez simple. Hein, au fur et à mesure, au vu de la bonté, il va devenir, enfin, il va changer, et puis il va vouloir rester dans cette région-là. Cependant, en fait, là où le héros, je le trouve très intéressant, c'est que il ne se rend pas forcément compte que ses actes ont un impact bénéfique sur autrui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, au tout départ, il va le faire pour lui, Mhm. mais en fait, c'est les enfants qui vont eux-mêmes découler sur l'entraide, et ça va avoir un impact après sur les adultes et sur le village en lui-même. Il y a une espèce d'émulation des enfants, c'est-à-dire que ils font que de parler de Klaus au début. Et donc lui, il est un peu jaloux. Ça le titille un peu parce qu'il a l'impression de ne pas être reconnu. Après, on reste dans une quête initiatique du gosse de riche qui ne connaît pas la valeur des choses et qui va être confronté. Bon, on a vu déjà 1000 fois, mais en soi, ça me gêne pas, hein, parce que je pense qu'en plus, c'est plutôt bien fait. Même si c'est un petit peu cliché, je trouve qu'il y a pas trop de lourdeur là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, il est pas si gosse de riche que ça, en vrai. Il est juste capricieux et fainéant. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les changements au sein du village ne viennent pas de lui, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, tu parles d'une quête initiatique du gosse de riche qui va découvrir la valeur des choses et puis l'entraide, etc. Sauf qu'en fait, le changement qu'il y a autour du village, dans le village, ça ne vient pas de lui à proprement parler, ça vient des enfants. C'est-à-dire que c'est la gentillesse qui engendre la gentillesse, etc. Et parce que lui, il est juste intéressé, en fait. C'est pas lui qui a un impact sur le village. À proprement parler, c'est Klaus, et ensuite les enfants qui vont avoir un impact sur les adultes, etc. etc. Ouais, mais ça, j'ai bien aimé, mais ça me manque un peu d'enfants, en vrai. Parce que, évidemment, l'histoire, elle raconte surtout l'histoire de Klaus et Jasper, en fait, le mythe de Noël. Mais c'est vrai que moi, il y a une scène qui me faisait mourir de rire, c'est quand il y a une transformation donc, qui vient des enfants dans le village. C'est-à-dire que, comme ils commencent à avoir des cadeaux, ils commencent à être gentils, ils commencent à apprendre, et là, ils contaminent un petit peu leurs parents qui font un peu de résistance. Et ça, c'est super drôle, franchement. Le point culminant de ce truc-là, c'est quand il définit lui-même qu'il y a une liste des enfants sages et Oui. des enfants pas sages. Et là, ils se mettent tous à faire des réparations, à déneiger, à s'entraider. Et du coup, les adultes se mettent aussi à s'entraider alors qu'ils se détestaient avant. Et en effet, t'as un effet boule de neige, en fait. Et le film raconte aussi ça. C'est qu'en fait, malgré les rancœurs, en fait, juste des petits pas de gentillesse et d'entraide finissent par, au fur et à mesure, par effet boule de neige, provoquer de la gentillesse et de l'entraide, en fait. Ouais, mais tu vois, cette contamination-là, moi, j'aurais pu l'avoir pendant 10-15 minutes. Enfin, ça m'a manqué un petit peu. En vrai, j'ai trouvé ça vachement bien amené, hyper drôle, parce que chaque famille est un peu caractérisée. Enfin, c'est assez amusant. Et c'est vrai que j'aurais aimé, franchement, de voir plus de gamins. Parce que au bout d'un moment, l'histoire, il y a très peu d'enjeux, en fait, sur Jasper. Enfin, moi, je suis pas très touché, en vrai. C'est-à-dire que quand il voit que progressivement il arrive à son objectif et qu'il va commencer à devoir partir, à dire au revoir à des gens qui sont devenus sa famille et ses amis, émotionnellement, ça me touche un peu, mais pas plus que ça. Je pense que ça manque un peu de drama, en fait. Mais est-ce que c'est lui le héros? Non, non, ça s'appelle Close, donc non. Ah oui, mais ça veut rien dire. Mad Max Fury Road s'appelle Mad Max. Oui, oh. Oula. Sortir Mad Max Fury Road pour un épisode de Noël, je veux dire. T'es pas prêt à voir mon film? Non, je suis pas prêt. En fait, ça me manque peut-être un petit peu plus d'enjeux dramatiques. C'est-à-dire que tu vois dès le début que le père, il est pas non plus, le père de Jasper, hein, n'est pas non plus hyper méchant. On voit très très bien que la défunte de Klaus, que ça va être une histoire très périphérique en fait. Et on se doute bien que Jasper va finir par rester, on se doute bien que le village va finir par... Enfin voilà, donc je suis peut-être un peu trop dark pour Noël en fait. Ça doit être ça. Mais d'un côté, c'est... en fait, je comprends ce que tu dis. Après, pour moi, ça reste un film pour enfants. Tu vois, on en parlait quand on a fait à l'affiche sur Arco.
Mais on parlait du survol des sujets profonds, contrairement à ce que peut faire Pixar, en fait, où il y a vraiment deux lectures dans le film. Dans celui-là, c'est abordé avec légèreté. En fait, ça reste un film de Noël, un film pour enfants. Et en fait, c'est exactement j'ai le même ressenti que toi, tu as sur Arco. C'est-à-dire que les sujets du deuil, de la résilience aussi, de la solitude, il y a plein, et en fait, c'est survolé, en fait. J'aurais aimé connaître, de savoir un peu plus sur cet homme qui s'est isolé tout seul suite au décès, à la disparition de son épouse. Tout est reclus par rapport à la ville aussi, parce que lui, il est absolument pas présent dans cet affrontement des deux familles. Donc, qui est-il? Est-ce qu'il a toujours été là? Parce que cet affrontement, comme tu l'as dit, dure depuis même la préhistoire, parce qu'ils ont fait une espèce de grotte de Lascaux. C'est trop drôle. C'est super drôle. Mais D'ailleurs, ça m'a fait penser à Astérix. oui, c'est pas faux, oui, un petit peu, ouais. C'est vrai qu'un petit peu. Mais il y a pas mal d'hommages dans ce film-là. Non, mais ouais, tu vois, qu'est-ce que c'est que d'avoir une mission? Qu'est-ce que c'est que d'être un expat dans un endroit, d'avoir une mission, de tomber amoureux de quelqu'un et de se dire, ah bah tiens, dans 15 jours, je vais devoir partir. Le film l'effleure, mais on se doute bien. Mais en fait, ça me manque ça me manque un tout petit peu de profondeur. Ouais, après, la volonté de Sergio Pablo, c'était vraiment de parler de des origines, en fait. du Père Noël. Donc, bon, il allait sûrement pas aborder ces sujets-là. Par contre, ils sont vachement grands, les lutins. Ah oui, Des Suédois. Oui, je crois que c'est des Suédois. Oui, ils sont vachement grands. Mais d'ailleurs, cette scène-là, moi, me fait beaucoup rire quand ils rentrent tous, ils se demandent qui c'est. Puis tu sais, t'as une des femmes qui passe, qui lui tapote la joue comme ça. T'inquiète pas, on va te fabriquer tes jouets. Ouais, c'est trop mignon. Je trouve ça génial. Bon, on a parlé un peu des thèmes du film. Je voudrais qu'on aborde un sujet vachement important, qui est la mise en scène et surtout le dessin et les couleurs. Parce qu'en fait, le film se base énormément sur la colorimétrie pour raconter son histoire. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Bah bien sûr, il y a des moments où il y a où on voit des décors qui sont très très travaillés, qui sont très aboutis avec de la profondeur. Et il y a des moments où c'est beaucoup plus plat, où on est vraiment dans une humeur presque en fait. Je trouvais ça hyper joli, mais moi je pense que ce que j'ai préféré, c'est la caméra en vrai. C'est-à-dire, il y a des mouvements qui sont hyper doux, qui suivent les personnages, tout est fluide. On a les éclairages, la lumière est très très jolie, et justement des fois on est dans un style vraiment un peu planche de BD en fait, hein, très à plat, qui est assez réjouissant pour moi parce que je trouve que sans en faire des caisses, visuellement c'est très riche en fait. Mais vraiment, on n'est pas comme dans un film où on va voir tous les plans en disant waouh, c'est magnifique, machin, etc. Non, non. En fait, tout est très détaillé, tout est très subtil et tout est très bien dosé. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et ce que j'apprécie le plus, c'est le côté main. Il y a des moments, en fait, où on a des personnages qui sont dessinés comme s'ils étaient dessinés en arrière-plan, c'est-à-dire beaucoup plus riches en termes de texture, d'éclairage, etc. Et en fait, on s'imaginerait naïvement qu'ils ne vont pas bouger, qu'il va y avoir un personnage devant qui va faire la scène, etc. Et en fait, non, non. En fait, non, non, ils font vraiment partie de l'animation. C'est pas un fond très travaillé dans lequel ils sont intégrés en mode figé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Ça m'a réjoui visuellement. Alors, en fait, les mouvements de caméra, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. J'ajouterais juste un point supplémentaire quand je parlais de colorimétrie. La couleur, en fait, dicte le film. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand il arrive, tout est gris, bah oui. Tout est bleu, etc. Et au fur et à mesure que la gentillesse se met en place, en fait, il y a des couleurs jaunes, orangées, tu sais, le soleil qui approche, etc. Puis à un moment donné, quand c'est un peu plus sombre, la couleur revient un peu plus terne, avec ce que tu disais, des mouvements de caméra des plans beaucoup plus larges, avec des caméras, justement, des travelling assez doux. Et au contraire, quand il y a des couleurs très très chaudes, c'est toute la joie. Et donc forcément, c'est les caméras qui bougent pour faire un peu ce côté féerie, innocence de l'enfance, etc. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que le film, en termes de réalisation, il est vraiment superbe. Et on ressent justement chez Sergio Pablo, je pense que c'est là où il l'a appris, mais cette vague de la Renaissance chez Disney. Dans la caractérisation des personnages, moi j'aime bien le fait qu'ils soient
Tu vois, un peu comme justement Hercule, c'est-à-dire un peu dans le même style de dessin, alors pas évident avec toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans Hercule, avec d'autres, avec beaucoup plus de peut-être de rondeur, de texture, mais j'aime bien ce côté un peu Astérix Obélix. Enfin, il y a des C'est corps qui marrant que tu sont dis ça, parce que Sergio Pablo, justement, c'est l'animateur d'Hadès. Tu ressens vachement, en fait, je trouve, dans l'animation d'Hadès, tu ressens vachement ça ouais. chez Jasper, chez également les deux chefs de famille, notamment c'est la grand-mère, là, Ouais. je trouve, dans la façon dont elle est caractérisée, la façon de se mouvoir, bon, même si elle est beaucoup plus petite qu'Hadès, il y a ce côté-là dans l'animation, tu vois. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve qu'il y a un parallèle de dingue entre certains personnages qu'il a pu traiter, lui, quand il bossait chez Disney, et Klaus. Et dans Tarzan, il a fait quoi? Parce que même dans le personnage de Jane, la manière dont elle est dessinée, son côté filiforme, ses cheveux, ses gros yeux et tout. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a dessiné, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un style quand même. Alors non, non, chez Disney, en fait, sur Tarzan, il était superviseur de l'animation de Tarzan adulte. Ouais. Par contre, sur Le Bossu Notre-Dame, c'est lui qui était l'animateur de Frollo. Ah, ok. Et c'est Ah, vrai que Frollo et Hadès, ouais. Ouais, il bah. y a quelque chose, hein. Bon, après, si vous regardez un petit peu sur Internet, les personnages qui sont repris des Disney en termes d'animation, Oui, oui, ouais, c'est sûr. il y en a quelques-uns. Moi, j'aimerais revenir sur un point que j'ai trouvé vraiment intéressant. Bon, maintenant, vous le savez, je suis pas un grand fan de la féerie de Noël. Et ben, je trouve que pour un film qui raconte en fait l'origine du Père Noël, je trouve qu'il en fait pas des caisses du tout. C'est-à-dire que c'est pas hyper guimauve, c'est pas hyper sucré. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que au fur et à mesure que l'histoire avance, en fait, le village évolue, comme tu disais, en couleurs. Ça devient beaucoup plus beau, beaucoup plus éclairé. Puis on arrive évidemment à la période de Noël avec des lampions, des éclairages, des guirlandes. Et je trouve qu'en fait, ça reste dans le thème du film, c'est-à-dire une époque lointaine, quelque chose de très simple. Il en fait pas des caisses. Et du coup, c'est plaisant à voir, en fait. Je trouve qu'il traite en fait le sujet avec beaucoup de légèreté, en fait. À un moment donné, tu sais, il y a juste le petit village de Noël, en fait, avec Ouais. des petits chalets sur la place du village. Bah, c'est très simple, en fait. Il y a juste quelques guirlandes et puis quelques petits stands. Et en effet, t'as pas le gros sapin, t'as pas tout ça. C'est juste, voilà, ça, vraiment avec beaucoup de légèreté et très personnel, en fait, Bah, je pense que trouve. c'est ancré dans l'univers qu'il a défini, en fait, parce qu'il aurait pu après aller dans un Noël beaucoup plus luxueux, enfin, tu vois, beaucoup plus luxueux tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en fait, il a vraiment intégré dans l'époque qu'il a imaginé, c'est-à-dire quelque chose de léger, en fait. Alors, est-ce que c'est l'époque ou est-ce que c'est parce qu'il traite Noël comme... Avant que ce soit un événement marketing. Non, non, non. Avant. T'es vraiment un rabat-joie, toi, hein. C'est un truc de malade, ça, hein. Non, vu qu'il traite le sujet de son film hors de la vision surnaturelle, féerique, bah, c'est peut-être pour ça que c'est traité avec beaucoup plus de légèreté, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus ancré dans le réel. Bah oui, à la fin, bon, évidemment, Klaus décède de vieillesse. Enfin, en tout cas, il disparaît. Et on le cherche partout. Et en fait, Jesper, qui est son ami le plus proche, espère le voir à Noël, mais sauf qu'en fait, il ne le voit pas. Mais par contre, c'est là où arrive le surnaturel. Par contre, il y a eu les cloches et malgré l'absence de Klaus, il y a eu quand même Noël qui s'est passé. Je me suis quand même posé la question de me dire, bah déjà, je dois admettre que quand on voit Klaus vieillir, je me dis, ils vont quand même pas tuer le Père Noël. Quand Ah, même. il est humain. Quand même. Bon, ils l'ont fait. Et puis après, je me suis dit, bah, ils vont quand même pas, pour un film pour enfants, dire, bah, c'est comme ça qu'en fait, maintenant, c'est les parents qui achètent les cadeaux ou qui construisent les cadeaux. Ils vont quand même pas faire ça. Bon, spoiler, ils l'ont pas fait. Oui, mais en fait, c'est une question ouverte, je trouve. Parce que même si tu entends les gros lots, tu peux te dire, c'est lui ou c'est juste l'esprit de Noël, en fait. Oh. Et dans ces cas-là, ça reste relativement ouvert sur l'interprétation qu'ils n'ont pas montré, mais que les parents ont pris la suite de Klaus, en fait. C'est là où je trouve intéressante cette fin-là, parce que en vérité, là, tu as Klaus qui crée les jouets, etc., qui les distribue. Il meurt, et tu vois bien que j'espère, en fait, l'esprit de Noël, il l'a ancré en lui. Et je pense que moi, ce que ça me dit, c'est que tu as l'esprit de Noël du Père Noël de Klaus qui va perdurer, sauf que c'est des parents qui vont prendre la suite et puis devenir ce que c'est aujourd'hui.
Et je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une explication d'Origin Story du Père Noël qui est qui peut être ancrée dans le réel tel qu'on le connaît aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai qu'en plus, je me dis, pour les parents, quand les enfants découvrent que le Père Noël n'existe pas, en fait, c'est une explication qui est complètement valable. Enfin, tu vois, cette origin story, elle marche de ouf, en fait. Ah, mais complètement. En disant que, bah voilà, il existait ce petit village, et puis un jour, le Père Noël est décédé. Tu sais, quand moi je l'ai dit à mon grand, enfin, plus mon grand qui est venu me voir en me disant bah, je sais très bien que le Père Noël n'existe pas. Je lui ai dit, bah écoute, oui, tu as raison, mais maintenant tu fais partie du grand secret mondial des adultes, qui est que Noël, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose de... Bah oui, c'était tas d'esprit capitalistique. Oui, allez. En tout cas, moi je trouve que c'est voilà, un film qui parle humainement de Noël, en fait. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qu'on a cette idée d'épisode spécial Noël. Tout à fait. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu l'as changé à la dernière minute. Ah, pourquoi ? Parce que, en fait, au début, il faut savoir que j'avais choisi Miracle sur la 34e rue, et puis pas le remake, celui de 47, il me semble. Sauf qu'en fait, je ne fais voir à Manu que des films fantastiques, d'horreur ou des vieux films. Et je me suis dit, pourquoi je ne montrerais pas un film récent d'animation, qui en plus pour moi est un très très beau film, qui parle de Noël, et je me suis dit que ça allait changer pour une fois, plutôt que partir... même si pour moi, le film absolu de Noël est La vie est belle de Frank Capra. Mais on est complètement d'accord sur ce film-là. Non, mais ce film est extraordinaire. Je t'avouerai que je suis pas déçu, mais j'aurais quand même préféré... T'aurais préféré voir Miracle sur la 34e rue ? Bah oui, parce qu'en fait, ça faisait un lien avec mon film de Noël. Eh bah oui, mais tant pis pour toi. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Je vais découvrir ton film, et puis si c'est pas Die Hard, bah écoute, tant pis. Bon, plus sérieusement, est-ce que tu pourrais me citer 2-3 scènes que tu as aimées ? Il y en a plein. Il y a plein de petits clins d'œil que je trouve rigolos. Je l'évoquais tout à l'heure, donc je vais pas tout répéter, mais quand les enfants commencent à convertir les parents qui se donnent des confitures entre voisins alors qu'ils peuvent pas se blairer. Puis tu sais, en plus, ils le font genre ah ouais, tu m'as filé des fruits. Bah tiens, voilà des confitures. Ah ouais, tu m'as filé des confitures. Bah tiens, voilà un gâteau. C'est limite, ils le font pas par gentillesse, c'est juste pour se venger, tu sais. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça tellement drôle. L'instit aussi. Si, je t'ai vu marrer quand Annelise qui écrit son prénom, et puis elle est adossée, comme ça elle le regarde faire genre oh, c'est lourd. Non, elle fait un truc genre ouais, génial. Il y a le début un petit peu... Alors au début, j'espère, est quand même assez malmené physiquement. Donc ça m'a fait beaucoup rire. C'est-à-dire qu'il se fait courser par les chiens, par les voisins, il se fait attaquer de toutes parts. Et il y a un côté, pour le coup, très un peu cartoon que je trouve malin et marrant. Par contre, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de cartoon, mais le film en fait pas des caisses. C'est pas basé sur l'humour tout le temps, tu vois. C'est pas que du gag. Alors c'est marrant, c'est drôle, tu souris, tu sais. Il y a quelquefois des petits jeux de mots, etc., ou des allusions qui font que c'est marrant. Mais c'est pas du gag à outrance, en fait. Ce qui fait que le film est ultra léger et pas lourd comme on peut le voir dans certains autres films. Il y a un moment que j'ai vraiment aimé, c'est quand Jesper commence à comprendre que avec cette histoire de lettres et de cadeaux en retour, il va pouvoir partir du village et donc faire ses 6000 lettres. Et faire ses 6000 lettres. Et là, il commence à dealer ah oui avec les enfants. Et ça, c'est très marrant, parce que du coup, il leur demande des lettres, et en échange, les enfants vont avoir... ils savent que les enfants vont avoir des cadeaux plus tard. Donc, il est mis en scène un petit peu comme un dealer à la sortie d'école, en disant t'as ce qu'il faut et t'as le timbre, et il prend le courrier. J'ai trouvé ça assez marrant. Même sa préparation, tu sais, quand il enveloppe le crayon dans la lettre, et puis après il fait des petits nœuds, puis il est là, sous le manteau, tu vois. Et puis il les passe, et puis il fait des checks c'est très drôle. Avec les jeunes. J'ai trouvé ça assez amusant. Il y a très peu de blagues très adultes, mais il y en a juste une à un moment donné où le passeur qui fait la navette, en fait, pour conduire au village par la mer, lui demande à Jesper s'il n'est pas quelque part un peu amoureux, et il lui sort une petite phrase que je vous laisserai découvrir, qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a étonné quand même dans ce film-là. J'ai trouvé ça amusant. Elle est très drôle, ouais.
Et toi, tes moments préférés? Bah, il y a un truc que moi j'aime bien, et c'est plein de petits moments toujours, mais c'est ce vieillard dans sa chaise, où les enfants passent leur temps en fait à le faire tourner en bourrique. Tu sais, où il lui coupe, genre il le pousse, il dévale la Ah pente oui, sur la glace, ou à un moment donné il se réveille, il est sur le toit sur d'une le toit, il maison. tombe. c'est, enfin, bon, c'est pas bien de maltraiter les personnes âgées, mais bon, entre nous, ces passages-là sont vraiment très drôles, en fait. Parce que tu les vois pas venir, tu vois le vieillard qui se réveille, puis t'as la caméra qui recule, et puis tu le vois gueuler, il est en haut d'une maison. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Après, il y a des moments que je trouve très... c'est pas des moments drôles, c'est des moments plutôt que je trouve un peu émouvants. Voilà, quand Klaus explique la mort de sa femme, avec voilà, ces superpositions d'images en fait entre le passé et puis le présent, avec la couverture Mm. sur là où ils voulaient mettre les jouets. Je trouve ça vraiment chouette. Et la fin, la mort de Klaus, que j'aime beaucoup, avec ce vent-là, et où il dit j'arrive mon amour. Et puis hop, il disparaît dans un tourbillon de neige là, dans la lumière. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Il y a aussi une petite qui ressemble un peu à Mercredi Adams, qui est très Ah drôle. oui, putain, elle est vraiment drôle, elle. Ouais, elle a toujours regardé avec ses grands yeux, puis qu'elle a met la carotte dans le bonhomme de neige. Mais même quand c'est féerique, elle Oui, fait exactement la la même même chose. tête. Elle est vraiment très drôle. C'est vrai, je me demande si c'est pas Jenna Ortega qui fait la voix. Donc d'ailleurs, en parlant du casting, au niveau des doubleurs, il y a quand même un casting de rêve, hein, parce qu'il y a Jason Schwartzman qui joue, qui double Jesper, qu'on a vu dans H2G2. J'adore cet acteur. Il est génial, il est dans à peu près tous les films de Wes Anderson, hein. On va retrouver Rashida Jones, que tu adores. J'adore Rashida Jones. On va retrouver aussi J.K. Simmons, qui est dans Lady Killers, Whiplash, Juno, etc. Donc il y a quand même une belle ribambelle de doubleurs dans ce film. Et J.K. Simmons, il fait quoi? Et J.K. Simmons, qui double Klaus, en fait, le Père Noël. J'adore J.K. Simmons. Non, il y a vraiment un casting de fou quand même dans ce film. Beaucoup de talent. Beaucoup, beaucoup de talent. À la réal, les artistes, les doubleurs, tout. Quand tu m'as dit que c'était Klaus qu'on allait voir, je connaissais pas du tout, hein. Enfin, Je pensais au film avec Alain Chabat. Non, mais en fait, ouais, quand je me suis dit, ah oui, c'est ce film Netflix, je savais que. Enfin, je voyais un peu le truc, mais je me suis dit, il va y avoir une abondance de Noël. Et en fait, non, le film est vraiment hyper bien dosé. Même la musique, elle est hyper agréable. Elle en fait pas des caisses. Enfin, comme tout le film, quoi. Tout est génial, tout est bien. Bon, bah, du coup, t'as commencé à le dire. Donc, je vais te poser la question. Oui. Est-ce que tu recommandes de voir ce film? Non, parce que je n'aime pas Noël. Et que... Là, la mauvaise foi, elle est là. Vous l'entendez? Mais non, mais bien sûr qu'il faut voir ce film-là. Il faut le voir. En plus, il y a de fortes chances pour que vous ayez un abonnement Netflix. Donc, en fait, vous pouvez le voir gratuitement. Même si vous êtes comme moi, pas un hyper fan des films de Noël et de Noël en général, bah franchement, c'est une jolie petite histoire. C'est une belle histoire. Tout est beau, le dessin est magnifique. Il y a un petit côté planche de BD. Moi qui lis beaucoup de romans graphiques, ouais, ça me parle plutôt bien. Il y a évidemment les valeurs de Noël, mais ça reste quand même assez sobre. Donc non, et puis les comédiens, enfin on vient de le dire quand même, il y a un casting de malade. Donc rien que pour eux, rien que pour Rashida Jones, il faut voir Klaus. Juste pour Rashida Jones, quoi. T'es amoureux, toi, c'est pas possible. Tout à fait. Bon, en tout cas, bah, merci Manu. C'est tout pour cet épisode. Non. J'ai peur du prochain film. Je vous le dis, j'ai peur du prochain film. Non, alors, pour le prochain film, comme je pensais vraiment que tu allais me proposer un classique des films de Noël, c'est-à-dire une sorte de romance de Noël. Genre Love Actually, The Holiday. Ouais, alors peut-être un peu plus, te connaissant, peut-être un peu plus fin, ou en plus un classique, enfin tu vois, un plus vieux film peut-être. Parce que Love Actually, c'est pas un classique de Noël? C'est un classique de Noël peut-être. Mais bon, bref. Du coup, moi j'avais sélectionné
Carol de Todd Haynes. Donc, je l'ai sélectionné parce que je trouvais ça intéressant en fait de faire un parallèle avec un classique hollywoodien. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, on va retrouver vraiment des codes du mélo hollywoodien et avec une technique qui va forcément en tout cas un visuel qui va forcément te parler. Mais oui, c'est un super film et en plus, je sais qu'il est avec des comédiennes que tu aimes énormément. Je pense que ce film est pour toi, Cédric. Eh ben, on va voir ça. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous voilà revenus Eh oui, du visionnage de Carol de Todd Haynes. je ne connaissais absolument pas ce réal. Cédric, est-ce que tu peux nous raconter de quoi que ça cause Carol? Eh bien, écoute, on suit Thérèse, qui est une vendeuse dans une sorte de galerie marchande, je suppose. C'est pas que des jouets. Enfin, on sait pas trop, Marc. Bah, c'est genre les Galeries Lafayette. Ouais, genre les Galeries Lafayette, exactement. Et donc, elle rencontre Carole, jouée par Cate Blanchett. Et elle va avoir une espèce de coup de foudre, on va dire. Carole, elle, est en plein divorce. Et donc, sa fille va fêter Noël avec son père et la famille de son père. Et elle décide de partir à Chicago et d'emmener Carole avec elle. S'ensuit un road trip amoureux. Voilà. Oui, c'est pas mal et je pense que tu as vraiment oublié le plus important, c'est que Thérèse est jouée par... Rooney Mara, Voilà. par mon crush. Donc, Todd Haynes, bon, c'est un réalisateur que j'aime énormément, hein, c'est l'un de mes préférés. C'est un cinéaste, pour le coup, que pas mal de gens ne connaissent pas ou mal, parce qu'il travaille un petit peu à part dans le cinéma américain. Il a un côté très intellectuel et très, très arty. Il est né à Los Angeles, donc il vient vraiment de Hollywood. Il a passé toute sa carrière à déconstruire le mythe hollywoodien. C'est un mec qui a grandi avec le cinéma classique, les grands mélodrames américains, etc. Sa particularité, c'est qu'il va questionner un petit peu tout ça. Il est ouvertement homosexuel et il fait partie de ce qu'on appelle un peu le cinéma queer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert, moi, Carole, parce qu'il faisait partie de la programmation de France Télé pendant le mois des fiertés. Dès le départ, il va s'intéresser pas seulement à l'orientation sexuelle, mais à la construction de l'identité en général. Son premier gros coup d'éclat, c'est The Superstar, The Karen Carpenter Story, qui a été tourné avec des poupées Barbie. Donc c'est une biographie qui parle de Karen Carpenter, du groupe The Carpenters, et de sa vie un petit peu tragique. Donc c'est une biographie qui n'est pas une biographie validée par la famille, ce qui lui a valu un procès, l'interdiction de diffusion du film. C'est pour ça que le film, il a une aura particulière, parce que c'est un film un petit peu, qui n'est pas autorisé, quoi. Mais il est bien, tu l'as vu? Un peu dur. Parce que c'est très arty, c'est les poupées Barbie. Enfin voilà, je pense qu'il faut quand même un petit peu s'accrocher. Par contre, ce qu'il dit est vraiment hyper intéressant. Vraiment, sur le fond. Karen Carpenter, en fait, elle est décédée d'une crise cardiaque, il me semble, mais qui est liée en fait à de l'anorexie. Et en fait, tout ce qu'il raconte dans ce film-là, c'est toute la pression qu'elle a pu avoir, la pression familiale, la pression du star system, des choses qui ne sont pas du tout glamour, puisque c'était quand même un groupe qui était assez populaire, assez flamboyant, et du coup, lui, il va déconstruire un petit peu ce mythe-là. Et dans les biopics, il a aussi réalisé l'un de mes biopics préférés, qui s'appelle I'm Not There, qui est un biopic sur Bob Dylan, sans Bob Dylan dedans. Donc, c'est 6 acteurs qui vont tour à tour interpréter des facettes de Bob Dylan, soit des moments de sa vie ou des traits de personnalité de Bob Dylan. Donc, c'est assez arty, hein. C'est vraiment hyper intéressant. Vraiment. Et dedans, il y a Cate Blanchett qui joue une des facettes de Bob Dylan. Et là, on est vraiment dans la fragmentation de l'identité, en fait.
le côté multifacette. Et il explique beaucoup en interview, c'est que tout le monde joue un rôle. Et c'est ce que l'on va voir également dans Carole. Cette idée que les apparences et le masque social font partie intégrante de l'identité, entre guillemets. Il a également réalisé Loin du paradis en 2002 avec Julianne Moore et Dennis Quaid. C'est un mélo, un pur mélo, qui ressemble un petit peu à celui-ci, toujours sur ce concept un petit peu de masque et d'apparence, puisqu'on va suivre un couple un peu modèle, et la vie de ce couple-là va partir en éclats le jour où Julianne Moore découvre que son époux a un baiser avec un autre homme, qui va remettre en péril leur couple, et elle, à côté de ça, elle va développer une histoire d'amour avec un homme de couleur, avec un homme noir, dans les années 50 puritaines. Sur ce film-là, il va vraiment reprendre les codes un peu du cinéma, du grand mélo des années 50, les belles maisons, les costumes, enfin tout est vraiment très très beau, puis l'arc narratif, la tension aussi émotionnelle qui fait vraiment écho à ce cinéma qu'il aime énormément. Et de lui-même, c'est un hommage au cinéma de Douglas Sirk, qui est le grand cinéaste du mélodrame des années 50. Mais j'ai une question par rapport à ce réal, parce que dans ce que tu me dis, ça se passe souvent dans les années 50. J'ai l'impression qu'il interroge sur les rapports d'identité, d'homosexualité, ou tu parlais de l'amour avec quelqu'un de couleur dans les années 50, ça se faisait absolument pas. Est-ce qu'il a fait des films qui interpellent plus sur notre génération à nous, même d'actualité? J'ai l'impression qu'il interroge beaucoup plus les générations passées plutôt que celles d'aujourd'hui dans son cinéma. Alors oui, parce qu'en fait, il interroge beaucoup le passé, en fait, et les mythes un peu qui l'ont construit. Donc effectivement, tu vas avoir des biopics, des mélodrames, mais il a aussi fait Dark Waters avec Mark Ruffalo, qui lui est un petit peu plus contemporain, et May December, qui est un tout petit peu plus contemporain, mais néanmoins on retrouve quand même la base de son cinéma, qui est de visiter le passé ou des histoires. Par exemple, dans May December, c'est avec Nathalie Portman et Julianne Moore. Julianne Moore, qui est une de ses comédiennes fétiches, qu'il a fait tourner plusieurs fois. Où en fait, là, ça va être l'histoire d'une comédienne qui va suivre une femme qui a eu une histoire avec un très jeune garçon, dans le but d'en faire un film. Donc il y a tout un discours un peu méta. Le film est un peu particulier aussi, mais oui, il interroge énormément. Quand tu m'expliques ces films-là, là, j'ai l'impression que quand même il y a une ressemblance dans ces films et le sujet reste à peu près le même. Je pense que c'est un cinéaste, en fait, qui essaye de montrer dans ses portraits de femmes la difficulté d'exister et d'être elles-mêmes avec leur propre identité face, en fait, à la norme et au poids des conventions. C'est exactement, en fait, ce qu'il dit dans Loin du paradis. C'est aussi ce qu'il raconte aussi dans son biopic sur Karen Carpenter. Et c'est clairement ce qu'il dit là dans Carole. Clairement, oui. Alors moi, j'ai pas vu tous ces films, hein, j'en ai vu une grande partie, mais à chaque fois, moi, j'aime énormément la mise en forme et la mise en scène, qui, on va en parler un tout petit peu plus tard, mais qui pour moi est signifiante à bien des égards. Avant de continuer, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on définisse exactement le terme de film de Noël. Parce que dans ce film-là, il n'y a rien de Noël à part que ça se passe pendant les fêtes de Noël. Mais c'est même pas pendant la fête de Noël. C'est juste que ça se passe entre le 23 et pendant les vacances de Noël, quoi. Mais genre, il n'y a rien qui te dit... Je veux dire, ça pourrait se passer au mois de novembre, ce serait exactement la même chose. Alors, il n'y a rien de Noël là-dedans. Il y a un moment donné, il va falloir que tu te poses, même si tu n'aimes pas, et que tu te rendes compte de ce qu'est Noël et de ce qui n'est pas Noël, monsieur, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors,
Effectivement, ça se passe à Noël. Donc c'était l'une des conditions pour que ce soit un film de Noël, c'est que ça se passe à Noël, déjà d'une, que ce soit une histoire d'amour, comme une comédie romantique de Noël. C'est une comédie romantique de Noël, Cédric. C'est une comédie romantique de Noël. C'est un mélodrame de Noël. Et quand même, par acquis de conscience, parce que je savais que j'allais me faire moucher, j'ai quand même regardé, j'ai fait un petit peu des recherches sur Internet, et il est considéré par bien des journalistes comme étant un film de Noël. Ouais, autant que Die Hard, quoi. Bah écoute, Voilà. bon, bref. Bref, au-delà de ça. Donc j'ai raison, c'est un film de Noël. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ouais. Et donc, au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai quelques réserves. Il y a des choses qui me chagrinent un petit peu. Je trouve que la mise en scène est folle. Vraiment, les deux actrices, Cate Blanchett et Rooney Mara, sont extraordinaires. Même si je trouve par moments que Cate Blanchett fait du Cate Blanchett. C'est-à-dire que sur des rôles un peu de matriarche, tu vois, parce que c'est un peu le cas là, tu vois, Rooney Mara joue plutôt l'innocence, elle est beaucoup plus jeune. Cate Blanchett a, quand elle joue ce genre de rôle, à peu près toujours la même posture, je trouve, et il y a par moments où c'est à peu près le même jeu que dans d'autres films qu'on a pu voir avec elle, mais ça n'enlève pas la prestation, surtout la fin, je trouve, où elle joue extraordinairement bien. Notamment sur Bah, on en reparlera tout à l'heure avec sur les cette avocats, scène, mais je trouve c'est une scène qui est très très forte. Ouais. Rooney Mara est extraordinaire de justesse. Bon, après, moi j'adore Rooney Mara dans tous ses films. Je trouve que voilà, elle joue parfaitement bien, mais elle a ce côté très innocent qui est joué vraiment à merveille. La mise en scène est folle, vraiment, même la scène d'amour hein, qui est parfaitement, je trouve, filmée avec, je trouve, avec beaucoup de pudeur en fait. Avec le bon regard, ouais. Exactement, je trouve que c'est pas vulgaire en fait, c'est quelque chose qui est très délicat. Tu ressens vraiment les sentiments autour de ces personnages. Après, ce qui me dérange un petit peu, et notamment c'est le début du film, où je trouve que ce côté coup de foudre fait un peu fou en fait. Ce simple regard dans le magasin me gêne énormément. Tu critiques ça dans les téléfilms de Noël, mais honnêtement, c'est exactement la même chose Non, sur ce alors point-là. pas du tout, mais pas du tout. Je trouve, c'est purement subjectif, je trouve Comparer honnêtement Todd que... Haynes à des téléfilms de Noël, Non, je j'ai suis pas en dit train ça. de... J'hallucine complet, quoi. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit que je trouve que ce coup de foudre sur un simple regard me pose un peu problème. Mais parce que t'as jamais été amoureux comme ça, c'est pour ça. Bah, peut-être pas, mais je trouve ça très... Parce que t'as pas de cœur, peut-être. Oui, exactement. Et tu sais, moi j'aime les actionnaires et les films d'horreur, donc je veux dire non. Oui, c'est vrai en même temps. Mais non, je trouve que c'est un peu cliché et ça m'a un peu embêté. Après, ça n'enlève pas que l'histoire derrière, comment elle est construite, est plutôt chouette. Je trouve également que Kyle Chandler joue très bien. Le mari, j'irais pas dire que... en fait, tu sens le gars blessé, tu vois. C'est pas... il est profondément amoureux, profondément meurtri. Alors, ça reste un connard, en fait. Hein. Moi, je trouve que ce gars-là a un comportement mais déplacé et abusif. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est profondément blessé. Il le joue vraiment super bien. Je trouve pas que Sarah Paulson soit extraordinaire dans son rôle. Je l'ai trouvé bien, même si c'est un rôle c'est un vraiment petit rôle. C'est un petit rôle, mais même dans les petits rôles, je trouve que voilà, je la trouve pas folle. Je la préfère vraiment dans d'autres films où elle peut exprimer tout son talent. Là, c'est un peu léger, je trouve. Et je trouve dommage la fin du film. Ah bon ? Le fait que Rooney Mara revienne et qu'il y ait ce rabibochage, tu vois. J'aurais aimé que le film, en fait, qui parle finalement d'un amour impossible, parce que justement, tu parlais des masques et de la pression sociale. Là, c'est vraiment l'amour impossible par pression sociale, parce que en fait, il y a sa fille, parce qu'elle fait des choix, parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas le choix de le faire pour pouvoir garder sa fille. J'aurais préféré, je pense, que ça s'arrête là-dessus,
montrer à quel point, en fait, pour l'époque, et ben, l'homosexualité était une tare. Et en fait, si elle veut pouvoir encore garder sa fille, elle n'a pas le choix que de s'asseoir, en fait, sur ses propres besoins, sur ses propres envies, sur ses propres sentiments. Et je trouve que ça aurait été une fin beaucoup plus forte, même si le fait qu'elle assume à la fin, hein, quand il y a les avocats, elle assume pleinement, hein, ses envies. Bah, je pense que j'aurais préféré cette fin un peu plus brutale, plutôt qu'une fin qui, c'est pas qu'elle se termine bien, mais qui, sur la relation d'amour, en fait, ce rabibochage, c'est pas que ça me gêne, je trouve ça un poil dommage. Je trouve ça moins frontal que si ça s'était terminé comme ça d'un coup, tu vois? Bah, ce serait pas un film de Noël sinon. C'est pas un film de Noël de toute façon, donc je vois pas le problème. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est justement, c'est parce qu'elle veut se rabibocher avec Thérèse qu'elle a ce discours-là au niveau de ses avocats. Et c'est aussi pour montrer que c'est une femme forte qui assume. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir une vision. Pourquoi est-ce qu'elle aurait pas le droit à l'amour malgré les conventions, malgré tout ça? Et je pense que c'est ce que le film raconte en fait, vraiment. Donc moi je suis pas, je comprends hein, ton point de déception ou de friction sur la fin, mais moi je trouve que cette fin est juste magique parce que déjà visuellement elle est très belle. Parce qu'on se doute bien, on se doute quand même un petit peu qu'elle va y retourner, mais quand elle y va, qu'elle la cherche, que les regards se croisent, jusqu'à ce léger sourire sur le visage de Kate Blanchett, moi je trouve ça tellement, tellement beau et tellement, tellement émouvant et j'ai envie, moi, qu'elles continuent leur vie ensemble, en fait. Ouais, mais c'est parce que tu es un profond romantique. Ça doit être pour ça. Bah oui, non, mais ouais. Non, mais je comprends. Moi, je comprends. Et puis c'est romanesque. Enfin, c'est un vrai mélodrame romanesque. Donc, moi, je trouve que cette fin, au contraire, elle est Bah, j'aurais préféré qu'elle se termine sur la souffrance. Non, non, sur la scène du restaurant, tu vois. Sur à la fin, en fait, elle comprend, elle se lève, Thérèse repart avec ses amis, clap de fin, et voilà que finalement, en fait, la société détruit, en fait, à l'époque, en fait, en tout cas, enfin même aujourd'hui, hein, tu vas me dire, détruit les amours impossibles. Qu'est-ce que tu as pensé du style du film qui est très mélodrame hollywoodien des années 50? Je trouve que ça se retranscrit bien à l'écran. Quand tu me parles du réal qui est fan des mélos des années 50, je trouve que même sur le grain de l'image, le film fait pas 2015. Bah, c'est que c'est de l'argentique, c'est du 16 millimètres justement pour avoir ce grain-là. Eh ben, ça se voit, mais c'est hyper bien, important. c'est bien pensé en fait. Je trouve que si réellement son but c'était de questionner les mélos de ces années-là et de les interroger via le prisme de l'homosexualité, des conventions, etc., je trouve que c'est hyper intelligent de sa part. En fait, déjà, il avait fait pas le même travail, mais en tout cas, c'est un travail qu'il avait déjà initié dans Loin du paradis, qui lui est, comme je disais tout à l'heure, hein, qui est clairement un hommage à Douglas Sirk. Mais là où Sirk devait contourner, tu sais, la censure, Todd Haynes, lui, il a pulvérise frontalement. C'est-à-dire que dans son mélo typé années 50, il va parler du racisme, de l'homosexualité, de l'homophobie, de l'hypocrisie bourgeoise, mais toujours avec ces couleurs sublimes, ces cadres millimétrés, cette élégance en fait visuelle qui est, moi je trouve vraiment exceptionnelle. Et je vais juste compléter ce que je disais tout à l'heure. Carole, c'est vraiment la continuité de ça, c'est vraiment l'aboutissement de ça. C'est-à-dire, il y a tous les thèmes. C'est pour ça que je te parlais, je te posais la question tout à l'heure, si en fait ces sujets de prédilection, il les mettait dans tous ses films. Parce qu'en fait, quand tu me parles de sa filmo, on a l'impression qu'il a pris tout ce dont parlaient ses anciens films, dans ce que tu me dis, hein, et qu'il a tout mis dans Carole pour pulvériser les codes. C'est un petit peu ça. En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que les personnages gays, lesbiens, etc., peuvent aussi avoir un bel écrin, on va dire, classique pour leurs histoires d'amour, en fait. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir un écrin typé queer ou underground ou pop, ou enfin voilà. Mais aussi que
mise en forme très classique. Ça montre aussi le poids de la normalité, euh, mais qui se fissure à l'intérieur. Enfin, c'est aussi ça qu'il montre dans le film. En fait, ce classicisme, c'est une prison pour ces femmes-là, dans Carole, qui sont piégées dans un système normatif, en fait. Essayer de s'extirper de ce classicisme, de ce cadre. Souvent, dans nos discussions ensemble, on a évoqué, tu sais, les mises en forme qui sont des fois très graphiques, mais qui ne servent pas le propos. Nanana. On va pas vous refaire un énième débat, mais c'est pour ça que pour moi, c'était important de te montrer ce film-là, parce que justement, quasiment l'intégralité de sa mise en scène est étudiée pour justement témoigner du fond du film. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de plans où elles vont être enfermées dans des encadrements de portes. Elles vont faire un tiers, un tout petit bout de l'écran. Elles vont vraiment être emprisonnées. Il y a plein de scènes où elles sont également filmées derrière des vitres, floutées, avec de la buée, etc. Ça dit tout, en fait. Ça montre à quel point elles sont enfermées et à quel point le contact physique leur est difficile, quasiment impossible. La première scène de rencontre où tu as un petit peu plus de réserve, au niveau de la mise en scène, elle est juste parfaite. En fait, il y a un contre-champ qui est sublime. On a cette table qui les sépare vraiment physiquement, ce qui est quand même assez lourd de sens. Et surtout, ce qui est génial, c'est que tu vois Kate Blanchett avec ses apparats de bourgeoise, avec son maquillage très rouge, son manteau. En fait, elle irradie, elle rayonne vraiment à l'écran. Et en face d'elle, tu as Rooney Mara qui, elle, est habillée quasiment en noir et blanc, qui est un peu dans les teintes de gris, et qui regarde tout le temps Kate Blanchett parler. Et en fait, ce que ça raconte, c'est aussi que tu as Kate Blanchett qui rayonne et tu as Rooney Mara qui absorbe cette lumière-là. Et cette lumière-là qu'elle va pouvoir, un peu plus tard dans le film, aussi elle-même... Mais je vois très bien la mise en scène, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui me gêne plus, c'est le déclencheur de l'amour sur le simple regard. C'est plus ça qui me gêne, pas forcément la forme. La forme, elle est super importante parce qu'elle accompagne vraiment, vraiment le fond. Par exemple, il y a un moment où Kate Blanchett, elle est dans l'encadrement d'une porte. T'as un mur, et sur une partie du mur, tu as un bateau, un tableau avec un bateau dans la mer, etc. Ça dit plein de choses, hein. Ça dit comment est-ce qu'elle est enfermée, et que peut-être cette liberté-là espérée, en fait, elle y a pas accès. Il y a plein de choses dans la mise en scène qui témoignent de l'état émotionnel, qui témoignent de la condition physique, de l'incapacité, en fait, du contact physique chez ces femmes-là. J'ai une question quand même à te poser. Tu en parles de tout ça, là. Oui. Je trouve ça hyper intéressant. Mais à quel moment c'est Noël ? À quel moment, Manu, les gens qui nous écoutent, tu comprends, hein, vont se dire « Putain, ouais, c'est un film de Noël, ça !» Mais carrément, c'est un ouais, film de Noël parce que ça se passe à Noël, parce qu'elle s'offre des cadeaux de Noël, parce que ça se passe pendant les vacances de Noël. Arrête, Cédric. Je sais pas, fallait regarder la course aux jouets. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, Todd Haynes, c'est un cinéaste de la forme et du fond. C'est l'un des plus grands portraitistes de femmes. Et c'est, pour moi, le cinéma du masque et de la fissure. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Je suis assez d'accord. Je connaissais absolument pas, mais le film est fabuleux, hein, très honnêtement. La musique est hyper importante, hein, dans le film, parce qu'il y a évidemment deux types de musique dans le film. La musique qui est diffusée et qui est écoutée, et puis la bande-son. Qu'en as-tu pensé ? Bah écoute, les musiques qui sont diffusées pendant le film, donc j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup le jazz des années 50, donc forcément Billie Holiday, etc. C'est de la musique que j'apprécie énormément. Et donc, à chaque fois qu'il y a ces musiques-là, ça va parfaitement avec l'ambiance du film. C'est des musiques qu'on va retrouver par exemple dans la série Mad Men, hein, c'est exactement la même chose. Et je trouve qu'elles caractérisent bien l'époque. En revanche, le score en lui-même, je le trouve pas formidable. Il y a des envolées de violon, etc. Ok, très bien, mais
J'ai l'impression d'avoir entendu ça à maintes et maintes reprises dans beaucoup de drames, en fait. Et ça me porte pas. Je pense que je ne serais même pas capable de te redire une musique comme ça, diffusée enfin, du score. Ça me... Alors que tu prends, par exemple, bon, on en parlait quand on parlait de Close juste avant, on faisait le parallèle sur le sujet par rapport à Arco. Pour le coup, la musique d'Arco, elle porte et tu t'en souviens. Là, tu sais, ça fait un peu certaines musiques d'Alexandre Desplat, tu vois, qui pour le coup a parfois des très bonnes BO et des BO assez catastrophiques. Là, non, le score, je l'apprécie pas plus que ça. Je le trouve très basique et très simpliste. Bon, moi j'aime beaucoup. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je comprends parce que peut-être que ma limite, c'est que le thème principal, on l'entend peut-être un petit peu trop, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu de redondance sur le thème principal. Après, comme toi, moi j'adore le jazz, donc effectivement, dès qu'ils mettent un vinyle, moi je suis hyper content, ou dès qu'ils allument la radio, je suis hyper content. Mais ils auraient dû allumer la radio tout le temps, en fait. C'est vrai que la musique est assez présente, sauf à des moments précis. La première rencontre où en fait la musique elle flotte un peu comme un souffle. C'est vraiment une musique de fond. Et comme tu dis, c'est la musique de l'époque en fait qui est diffusée dans les radios. Et je trouve que c'est juste magique quand on l'entend parce qu'elle accompagne pas vraiment ce qui est en train de se dire. Elle est vraiment là, comme je disais, comme un léger souffle. Je trouve ça trop beau. Elle laisse elle laisse la scène très très ancrée dans le réel, en fait. Vu que c'est juste le son de la galerie marchande, il n'y a pas d'envolée vraiment sur cette rencontre-là, ce qui fait qu'elle est... je pense d'ailleurs que s'il y avait eu une envolée de violon et du score, la scène n'aurait peut-être pas eu autant d'impact, tu vois. Même si j'ai des réserves dessus, hein. Ça n'empêche pas que c'est une scène qui est parfaitement filmée. Mais je pense qu'elle aurait été peut-être plus chiante. Le compositeur de la BO, c'est Kurter Burwell, qui est un ponte. Il a travaillé énormément avec les frères Cohen et bien évidemment beaucoup avec Todd Haynes. En gros, la liste, elle est impressionnante. Blair Witch 2, Lady Killers, Alamo, No Country for Old Men des frères Cohen, Bon baiser de Bruges, Twilight, Max et les Maxi Monstres de Spike Jones, True Grit. Ouais, mais attends, c'est des films dont la BO, tu ne t'en souviens pas. Et je pense que, même si ça reste, je pense, un très bon compositeur qui a fait Oh Brother. Oui, mais au Brother, tu te souviens surtout des chansons, tu vois. Enfin, je veux dire, les scores dans de la peau de John Malkovich. Dans les scores de ces films-là, tu t'en souviens pas. Le Chacal. Non, mais entre nous, tu t'en souviens pas. Trait pour trait. Ok, il a fait énormément de films, mais ces scores-là, tu ne t'en souviens absolument pas. Je veux dire, on est loin d'un Jerry Goldsmith, Alan Silvestri, John Williams, Thomas Newman ou autre, tu vois, ou Danny Elfman. Je veux dire, il a énormément fait de films, mais ces scores-là, t'as pas de thème. Je veux dire, même si dedans, tu as des films que j'aime beaucoup. Si tu prends No Country for Old Men, j'adore la BO. On ne se souvient absolument pas. Et au Brother, je me souviens des chansons chantées, tu vois, mais pas de la BO. Donc, je pense que le thème musical s'inscrit dans ce côté justement très classique du mélodrame, avec le petit son de piano, les envolées de violon, etc. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, c'est des choses qu'on a peut-être déjà un peu entendues et qui te semblent un peu éculées, et je comprends, hein. Mais pour moi, je trouve que ça match plutôt bien. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas anachronique. Pour moi, ça me sort pas du film. Ah, mais je suis d'accord, ça sort pas du film. Donc, je veux dire, c'est parfaitement dedans. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais de là, est-ce que j'irais l'écouter moi-même en dehors, comme ça, sur une plateforme ? Non, tu vois. Moi, peut-être le thème principal, tu vois, je m'en souviens même pas du thème principal, en toute honnêteté. Là, il me vient même pas à l'esprit. Je me souviens parfaitement des scènes du film et tout, hein. La musique, le thème principal, tu me parles de thème principal, je ne vois même pas à quoi il ressemble, ce thème principal, hein. Pour toi, quelles sont les scènes que tu as préférées dans le film ? Alors tout d'abord, il y a la scène avec les avocats à la fin. Parce que cette scène-là, elle est très dure. Son avocat, à Cate Blanchett, à Carole, finalement est en train de contrer l'avocat
de son mari, enfin de son ex-mari, et lui explique qu'en fait, il va le défoncer, quoi. À peu près, hein. Et là, il y a une prise de conscience de Carole qui explique qu'en fait, elle ne veut pas se battre contre son ex-mari pour le bien de sa fille et qu'elle ne veut pas non plus renier ses sentiments, ses envies. Et Cate Blanchett le joue très, très, très bien. C'est vraiment une scène qui est hyper poignante et vraiment dure. Parce qu'elle reflète tout le film, en fait. Ce que j'entends, moi, dans son discours, si elle fait le choix inverse, ça poussera sans doute sa fille à vivre dans des conditions qui vont être compliquées, où elle va être. Sa fille risque d'être pointée du doigt par rapport à sa mère, et je pense qu'il y a aussi ça qui se joue. Ouais, peut-être, ouais. C'est que c'est moins confortable pour sa fille, et en fait, elle veut pas la faire souffrir davantage. Elle préfère une situation plus inconfortable pour elle, mais sans doute plus pour sa fille, par rapport à la société de l'époque. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a une part de rébellion vis-à-vis de la société quand même dans son Ah bah bien discours. sûr, bah oui. Enfin, je veux dire, elle se rebelle vraiment contre les dogmes et puis la façon de penser de l'époque, tu vois. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans cette scène-là, en fait, tous les avocats, enfin c'est la seule femme, en vrai, qui est face à tous ces avocats masculins. C'est les années 50, hein. Bah oui, bien sûr. De- Mais c'est ça qui donne aussi une petite saveur à la scène. Après, je pense que l'autre scène que j'aime beaucoup, c'est la scène quand Thérèse part avec Carole, où elle fait sa valise dans son appartement avec son copain qui, lui, ne pense en fait qu'à sa gueule, hein, honnêtement. Ouais. Enfin, il a beau lui dire qu'il l'aime, il s'en fout réellement de ce qu'elle peut penser, de ses envies ou autres. En fait, il a déjà tout planifié. Après, je pense que c'est très remis dans le contexte de l'époque. Parce que pour le coup, dans les années 50, tu avais un côté très Oui, bien sûr. patriarcal où c'est Tout à l'homme fait. qui décidait. Des femmes rebelles, t'en avais pas beaucoup, hein, surtout dans le cinéma. Et donc, le fait que, et c'est exactement ce que tu dis, hein, quand il fissure, il brise les codes des films des années 50, là, on est en plein dedans. Parce que quand elle lui explique clairement, avec des mots moins crus que ce que je vais dire, mais qu'il la fait chier, en fait, quoi. Elle a envie d'y aller, point barre, et elle n'a pas envie d'aller voir sa famille, elle en a rien à foutre de sa famille à lui, et qu'il aille se faire foutre, quoi. Et il finit par aller se faire foutre. Alors, Résultat, tu vois. juste pour, elle lui dit pas comme ça. En fait, Non, elle lui dit pas comme ce qui ça. est assez marrant, c'est que, enfin, marrant, oui, Bah- c'est que pendant tout le film, en fait, elle lui envoie quand même des messages qui sont quand même relativement clairs, et que lui, en fait, il ne l'écoute pas. En tout cas, cette scène-là, pour moi, elle est hyper importante. Parce que, en fait, Thérèse bascule d'une position de femme innocente, Candide. soumise et candide à une femme affirmée et qui veut respecter ses envies. Et ce point-là de bascule, il est hyper intéressant dans le film parce que c'est ce qui déclenche après tout le road movie. Et c'est pas pour me paraphraser, mais en fait, c'est ce que dit beaucoup la mise en scène. C'est-à-dire sur le fait qu'elle voit Carole un peu comme évidemment comme objet de désir, mais aussi comme un modèle, en fait. Et en fait, dans les couleurs, si tu revois le film, tu verras que systématiquement, Thérèse, elle est filmée dans des intérieurs qui sont plutôt gris. Elle est souvent habillée comme le fond, comme les murs, souvent elle est habillée en vert, alors que Carole, elle rayonne souvent. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit l'évolution de Thérèse, c'est-à-dire son émancipation. En fait, elle a réussi à s'inspirer quelque part, à puiser chez Carole, la femme qu'elle aimerait devenir et qu'elle devient un peu à la fin. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est ce que lui dit Carole à la fin. Elle lui dit « Ah, tu t'es inspiré de moi ?» Et elle lui répond, parce qu'elle est un peu vénère, elle lui répond évidemment non. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que ce point culminant, il arrive quand elle repeint sa chambre, je trouve. Enfin, ouais. son appartement, tu vois. Où en fait, elle terminait en fait les murs gris, où elle remet de la couleur en fait et qu'elle affirme ses envies, ses besoins. T'as vraiment une progression en fait Mais dans les du scènes personnage de Rooney Mara. complètement, et dans les scènes de fin, on voit bien que elle s'habille différemment. Elle a une évolution aussi dans sa manière de se présenter au monde, en fait.
Et c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus... Elle se cache moins derrière ses vêtements, elle se cache moins derrière les murs, derrière la tapisserie. Il y a un moment, quand Carole quitte Thérèse et retourne dans sa maison, elle passe un petit moment avec Sarah Paulson, et elle est habillée comment? Elle est habillée en vert, le mur de fond est vert. En fait, elle est retournée à sa condition de femme au foyer qui subit. C'est avant qu'elle décide en fait du choix, mais en tout cas, elle retourne dans sa normalité qui l'enferme en fait. Alors c'est marrant que tu dises ça parce que ça me fait penser à une autre scène où j'ai eu un doute à un moment donné qu'elle rebasculait entièrement dans sa vie d'avant, c'est quand elle repart avec ses beaux-parents, avec son ex et ses beaux-parents, quand elle va retrouver sa fille. Et je me suis posé la question si finalement elle a accepté de retourner avec lui pour pouvoir voir sa fille tout le temps en fait. Mais ce qui est... J'ai eu cette interrogation-là. Mais en fait, mais je pense que la fin de la scène t'a répondu, puisque c'est à la fin de cette scène-là où en fait elle fait quasiment une crise de panique. En fait, elle explique, elle dit Oui, non, bien sûr. en fait, je vais pas y arriver en fait. Je vais pas pouvoir. Et c'est sans doute quelques jours après où elle a pris sa décision et où elle a cette magnifique scène devant les différents avocats en fait. Donc voilà, il y a ces scènes-là qui m'ont énormément marqué. Et toi, du coup? Je veux juste, avant de parler de mes scènes, je veux juste rebondir sur ce que tu disais au tout début, sur le jeu de Cate Blanchett. Tu disais qu'elle jouait une bourgeoise, qu'elle avait déjà joué dans... Enfin voilà, une typologie de personnage qu'elle avait déjà joué. Pas dans sa globalité, pas Non, pendant bien tout le sûr. film. Hein. Mais dans ce film-là, c'est vraiment volontaire, parce qu'en fait, on parle de quoi? On parle essentiellement d'apparence et de masque. Donc en fait, elle est obligée, elle est toujours en... C'est ça que j'aime bien dans ce film-là, c'est Cate Blanchett est toujours en léger surjeu. Vraiment, c'est subtil. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la lisière du surjeu, parce que elle se doit d'avoir telle et telle posture, elle se doit de dégager l'image dans laquelle elle est enfermée et dans les codes qui lui sont attribués. Et évidemment, il y a ce jeu aussi quelque part de domination financière, puisque c'est une femme bourgeoise, donc une femme bourgeoise se doit de... Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'homosexualité est relativement tolérée dans cette bourgeoisie-là, parce qu'en fait, l'objectif, c'est surtout de pas faire de vagues. Surtout ne pas faire de vagues. Donc que ça reste dans le périmètre, parce que c'est quand même assez étonnant qu'au début du film, on comprend que Cate Blanchett que Carole a eu des aventures, etc., qu'elle est en instance de divorce, mais on n'a pas de grandes scènes, tu vois, ultra violentes, où on la pointe du doigt, où elle va dans des soirées où on la regarde mal, etc. Non. C'est-à-dire que c'est des gens qui se doivent d'avoir une certaine posture et de surtout ne pas faire de vagues. Et son jeu est vraiment là-dessus pendant tout le film. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films aussi. Je veux dire, c'est le postulat même de la bourgeoisie. Hein. Moi, la scène que j'aime beaucoup, c'est la scène de date, le tout premier, parce que c'est le point de bascule. C'est là où on sent un espèce de frémissement. Rien ne se dit vraiment. Dans ce cas-là, c'est des banalités, elle se questionne un petit peu, mais en fait, rien n'est verbal. Tout est une question de regard. La manière dont Carole irradie, brille, montre le meilleur d'elle-même, sachant que derrière, il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de noirceur. Et comment Rooney Mara l'observe avec un léger frémissement. Moi, cette scène-là, je l'aime beaucoup. Moi, il y a plein de plans que je trouve esthétiquement hyper marquants, hyper beaux, avec que ce soit Rooney Mara ou Cate Blanchett. En fait, toutes les scènes où Rooney Mara regarde Cate Blanchett, j'ai envie de tomber amoureux, en fait. Vraiment. Pour moi, c'est un super beau mélo, mais c'est surtout un film qui donne envie de tomber amoureux. On tombe forcément amoureux de Rooney Mara. Y a pas de... En vrai, j'aime tout le film. Donc il n'y a pas un moment où j'ai pas quelque chose à l'écran qui me raconte quelque chose. Je trouve que cette reconstruction des années 50 est juste sublime. Cette ambiance, elle est magique, quelque part. Alors, on imagine bien que c'est une version édulcorée, vraiment très très belle, esthétisante, que la réalité devait être tout autre. Mais c'est un mélo, donc on a envie, oui et non, de s'y plonger, parce que quand on voit à quel point les personnages sont enfermés dans des prisons morales, ça donne pas spécialement envie. Mais néanmoins, cette esthétique-là, elle est juste fabuleuse. Et je trouve que c'est un superbe hommage au cinéma hollywoodien des années 50. Cédric, malgré que tu ne considères pas ce film comme un film de Noël, et c'est ton grand tort, parce que
il est considéré comme un grand film de Noël. Ouais. Ouais. Bon, est-ce que tu recommandes ce film? Alors, si vous voulez voir un superbe film pour l'automne, je recommande de voir ce film. Après, si vous voulez voir un film de Noël, je recommande aussi de voir ce film. Alors, bien entendu, c'est un film qui respire pas la joie de Noël. Je veux dire, c'est pas forcément si on s'attend à un film de Noël comme tous les films qu'on sort chaque année, hein, plein de bonbons, de roses d'amour, de etc., glucose, voilà, tout ce que tu d'abondance. n'aimes pas. Et ben, en fait, ça reste un super film. Moi, je trouve que c'est un film à voir pour sa mise en scène, pour la façon dont il brise les codes. Je trouve que pour le jeu des deux actrices, hein, qui sont énormes, vraiment, elles sont génialissimes. Voilà, c'est un film qu'il faut absolument voir. Je pense que c'est... moi, je ne connaissais absolument pas et je pense que je le reverrai parce que j'ai vraiment envie de revoir plan par plan comment le film est construit. Ça fait partie de ces films-là qui, sur la forme, quand tu le regardes, ils veulent dire énormément de choses. Donc oui, c'est un film que je recommande énormément. Pour la période de Noël, je sais pas. Le film est actuellement, alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais disponible sur France TV. Il est disponible évidemment en DVD, en VOD. Et je te recommande de voir Loin du paradis, qui ressemble un tout petit peu et qui est un hommage encore beaucoup plus fort au cinéma des années 50. Et avec sa comédienne fétiche, Julianne Moore. En tout cas, je comprends pourquoi tu étais très déçu que je n'ai pas sorti Miracle sur la 34e rue, parce que oui, forcément. Tu t'attendais à ce que je te présente quoi comme film autre qu'un... Enfin... Bah, en fait, je m'attendais à rien. Je savais très bien que ce serait pas un film de Noël. Mais quand tu m'as dit, si, c'est un film de Noël, je sais, bon, il a peut-être trouvé un truc. Bah non, c'était pas un film de Noël. Mais bon, j'ai envie de dire, quand on s'attend à rien, on peut pas vraiment être déçu. Mais ce qui est important, c'est que tu ne sois pas déçu du visionnage. Non, mais ça aurait pu être un film de ta watchlist, tu vois. Ça n'aurait rien changé. Oui, et ben voilà quoi. Oui, non mais... Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial Noël de Y'a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à l'enregistrer. Merci Cédric. Merci Manu. Retrouvez-nous sur Instagram, mais aussi sur votre plateforme préférée. Mettez des étoiles, des cœurs, des pouces ou même des petites boules de Noël, si ça vous chante. Comme dans les 1617. Voilà. Parlez-en à vos potes, votre famille, vos collègues, ou même votre chat, qui sait. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut. Ciao.